Ils ont d'abord cru à une plaisanterie. Un char sans tourelle. Pas un prototype exotique, pas une étude théorique, mais un véritable char de combat proposé à l'armée. Dans les salles de réunion, les généraux souriaient, certains riaient ouvertement. Des experts étrangers parlaient d'absurdité technique. Pour eux, un char sans tourelle n'était rien d'autre qu'une artillerie automotrice, une idée dépassée, indigne de la guerre moderne. Pourtant, quelques années plus tard, cette machine étrange entrait en service, et 2 décennies après, des tankistes britanniques et américains la qualifiaient de révolutionnaire. Au milieu des années 50, la Suède se trouvait dans une position inconfortable. Officiellement neutre, coincée entre 2 blocs prêts à s'affronter, elle savait qu'en cas de guerre en Europe, sa neutralité ne la protégerait pas longtemps. À l'est se dressait l'Union soviétique avec ses milliers de chars. À l'ouest, les forces de l'OTAN observaient chaque mouvement avec méfiance. Et au centre de ce jeu dangereux, l'armée suédoise devait se débrouiller avec un parc blindé peu adapté à son propre territoire. Les chars en service étaient des centurions britanniques, des machines puissantes mais massives, hautes de près de 3 mètres, lourdes, lentes à accélérer. Sur les plaines d'Europe centrale, ils faisaient sens. Dans les forêts suédoises, entre lacs, collines et routes étroites, ils devenaient un handicap. Les états-majors comprenaient une chose simple. Si la Suède devait se défendre seule, elle avait besoin d'un char conçu spécifiquement pour son terrain. Au début des années 50, le ministère de la Défense lança un programme ambitieux visant à créer un nouveau char lourd national. Le projet reçut un nom de code discret. Les exigences étaient élevées. Une masse d'environ 30 tonnes, un armement puissant, une bonne protection et surtout une mobilité suffisante pour opérer dans des conditions difficiles. Plusieurs entreprises se regroupèrent pour proposer des solutions. Sur le papier, certains projets semblaient impressionnants, avec des canons énormes et des concepts audacieux. Mais un problème revenait sans cesse, le coût. Pour une petite nation, développer un char classique de nouvelle génération représentait un fardeau financier colossal. Lorsque les Britanniques acceptèrent de vendre des centurions supplémentaires, le programme fut officiellement gelé. Officiellement seulement. En réalité, les discussions continuaient. Les militaires savaient que ces chars étrangers n'étaient qu'une solution provisoire. La question restait entière. Comment défendre le pays sur le long terme, avec des moyens limités, face à des adversaires potentiels infiniment plus puissants? C'est à ce moment précis qu'un homme entra en scène. Sven-Erik Berge n'était pas un rêveur isolé, ni un inventeur excentrique. C'était un ingénieur expérimenté, employé par l'administration militaire, chargé de contrôler la production des blindés. Mais il était aussi officier de réserve dans les forces blindées. Il avait conduit des chars, vécu leurs contraintes, compris leurs faiblesses. Et surtout, il possédait un atout rare. Il lisait les rapports techniques et les études militaires dans leur langue d'origine, qu'elles viennent de France, d'Allemagne, des États-Unis ou de l'Union soviétique. Pendant des mois, Berge analysa les statistiques des conflits récents. La Seconde Guerre mondiale, puis la guerre de Corée. Les chiffres ne mentaient pas. Plus un char était haut, plus il était vulnérable. Et dans plus de la moitié des cas, les pertes provenaient de la destruction de la tourelle. Pour Berge, la conclusion s'imposa avec une logique implacable. Si la tourelle était le point faible principal, pourquoi continuer à en faire l'élément central du char? L'idée était radicale. Supprimer la tourelle. Abaisser le profil au maximum. Fixer le canon directement dans la caisse. Pour viser horizontalement, faire pivoter le char lui-même. Pour viser verticalement, utiliser une suspension capable d'incliner tout le véhicule. Ce qui semblait fou pour la plupart des officiers devenait, dans l'esprit de Berge, une solution élégante fondée sur des données concrètes. À l'été 1956, il présenta ses conclusions à sa hiérarchie. L'accueil fut glacial. On lui rappela que l'histoire des chars avait déjà tranché en faveur de la tourelle. On évoqua les canons d'assaut du passé, utiles dans des rôles spécifiques, mais incapables de remplacer un char de combat. Pourtant, Berge ne se contenta pas de défendre une idée isolée. Il proposait une philosophie complète, adaptée aux réalités suédoises. Faible silhouette, mobilité maximale, coût réduit et capacité à frapper vite avant de disparaître. Contre toute attente,
il obtint l'autorisation de poursuivre. Non pas parce que tout le monde était convaincu, mais parce que la situation financière et stratégique poussait à explorer des voies non conventionnelles. Si cette idée fonctionnait, la Suède pourrait disposer d'un char unique, moins cher qu'un modèle classique et parfaitement adapté à son territoire. Ce feu vert discret marqua le véritable début de l'une des expériences les plus audacieuses de l'histoire des blindés. Un pari risqué, moqué par beaucoup, mais qui allait bientôt forcer les armées du monde entier à revoir leurs certitudes. Ils ont d'abord cru à une plaisanterie, un char sans tourelle. Pas un prototype exotique, pas une étude théorique, mais un véritable char de combat proposé à l'armée. Dans les salles de réunion, les généraux souriaient, certains riaient ouvertement. Des experts étrangers parlaient d'absurdité technique. Pour eux, un char sans tourelle n'était rien d'autre qu'une artillerie automotrice, une idée dépassée, indigne de la guerre moderne. Pourtant, quelques années plus tard, cette machine étrange entrait en service, et 2 décennies après, des tankistes britanniques et américains la qualifiaient de révolutionnaire. Au milieu des années 50, la Suède se trouvait dans une position inconfortable. Officiellement neutre, coincée entre 2 blocs prêts à s'affronter, elle savait qu'en cas de guerre en Europe, sa neutralité ne la protégerait pas longtemps. À l'est se dressait l'Union soviétique avec ses milliers de chars. À l'ouest, les forces de l'OTAN observaient chaque mouvement avec méfiance. Et au centre de ce jeu dangereux, l'armée suédoise devait se débrouiller avec un parc blindé peu adapté à son propre territoire. Les chars en service étaient des centurions britanniques, des machines puissantes mais massives, hautes de près de 3 mètres, lourdes, lentes à accélérer. Sur les plaines d'Europe centrale, ils faisaient sens. Dans les forêts suédoises, entre lacs, collines et routes étroites, ils devenaient un handicap. Les états-majors comprenaient une chose simple. Si la Suède devait se défendre seule, elle avait besoin d'un char conçu spécifiquement pour son terrain. Au début des années 50, le ministère de la Défense lança un programme ambitieux visant à créer un nouveau char lourd national. Le projet reçut un nom de code discret. Les exigences étaient élevées. Une masse d'environ 30 tonnes, un armement puissant, une bonne protection et surtout une mobilité suffisante pour opérer dans des conditions difficiles. Plusieurs entreprises se regroupèrent pour proposer des solutions. Sur le papier, certains projets semblaient impressionnants, avec des canons énormes et des concepts audacieux. Mais un problème revenait sans cesse, le coût. Pour une petite nation, développer un char classique de nouvelle génération représentait un fardeau financier colossal. Lorsque les Britanniques acceptèrent de vendre des centurions supplémentaires, le programme fut officiellement gelé. Officiellement seulement. En réalité, les discussions continuaient. Les militaires savaient que ces chars étrangers n'étaient qu'une solution provisoire. La question restait entière: comment défendre le pays sur le long terme avec des moyens limités face à des adversaires potentiels infiniment plus puissants? C'est à ce moment précis qu'un homme entra en scène. Sven-Erik Berge n'était pas un rêveur isolé ni un inventeur excentrique. C'était un ingénieur expérimenté, employé par l'administration militaire, chargé de contrôler la production des blindés. Mais il était aussi officier de réserve dans les forces blindées. Il avait conduit des chars, vécu leurs contraintes, compris leurs faiblesses. Et surtout, il possédait un atout rare. Il lisait les rapports techniques et les études militaires dans leur langue d'origine, qu'elles viennent de France, d'Allemagne, des États-Unis ou de l'Union soviétique. Pendant des mois, Berge analysa les statistiques des conflits récents. La Seconde Guerre mondiale, puis la guerre de Corée. Les chiffres ne mentaient pas. Plus un char était haut, plus il était vulnérable. Et dans plus de la moitié des cas, les pertes provenaient de la destruction de la tourelle. Pour Berge, la conclusion s'imposa avec une logique implacable. Si la tourelle était le point faible principal, pourquoi continuer à en faire l'élément central du char? L'idée était radicale: supprimer la tourelle, abaisser le profil au maximum, fixer le canon directement dans la caisse. Pour viser horizontalement, faire pivoter le char lui-même. Pour viser verticalement, utiliser une suspension capable d'incliner tout le véhicule. Ce qui semblait fou pour la plupart des officiers devenait, dans l'esprit de Berge, une solution élégante fondée sur des données concrètes. À l'été 1956, il présenta ses conclusions à sa hiérarchie. L'accueil fut glacial.
On lui rappela que l'histoire des chars avait déjà tranché en faveur de la tourelle. On évoqua les canons d'assaut du passé, utiles dans des rôles spécifiques, mais incapables de remplacer un char de combat. Pourtant, Berge ne se contenta pas de défendre une idée isolée. Il proposait une philosophie complète, adaptée aux réalités suédoises. Faible silhouette, mobilité maximale, coût réduit et capacité à frapper vite avant de disparaître. Contre toute attente, il obtint l'autorisation de poursuivre. Non pas parce que tout le monde était convaincu, mais parce que la situation financière et stratégique poussait à explorer des voies non conventionnelles. Si cette idée fonctionnait, la Suède pourrait disposer d'un char unique, moins cher qu'un modèle classique et parfaitement adapté à son territoire. Ce feu vert discret marqua le véritable début de l'une des expériences les plus audacieuses de l'histoire des blindés. Un pari risqué, moqué par beaucoup, mais qui allait bientôt forcer les armées du monde entier à revoir leurs certitudes. Lorsque la décision politique fut prise, le projet cessa immédiatement d'être une simple expérimentation technique. Il devint un programme national. Les industriels reçurent des ordres clairs, les calendriers furent serrés et l'attention du commandement se concentra désormais sur un objectif précis. Transformer une idée théorique en un char réel, capable de survivre aux essais militaires les plus sévères. La première étape consista à créer des prototypes capables de valider les choix les plus risqués. Il ne s'agissait pas encore de construire un véhicule de combat définitif, mais de tester les éléments clés séparément. La suspension hydropneumatique devait démontrer qu'elle pouvait supporter le poids, absorber les chocs et maintenir une précision suffisante pour le tir. La transmission devait être suffisamment fine pour permettre un guidage horizontal du canon par de simples micro-mouvements du châssis. Et surtout, l'ensemble devait fonctionner de manière fiable, sans transformer chaque manœuvre en cauchemar mécanique. Les ingénieurs travaillèrent à partir de châssis modifiés, issus de projets inachevés. Pour se rapprocher de la configuration finale, certains véhicules furent raccourcis, d'autres allégés, afin de simuler le comportement d'un futur char compact. Les essais se succédèrent à un rythme soutenu. Jour après jour, les prototypes étaient poussés à leurs limites, sur terrains accidentés, en montée, en descente, parfois jusqu'à l'épuisement complet des équipes techniques. Les résultats furent suffisamment convaincants pour franchir une nouvelle étape. La conception d'un véritable char commença. Il reçut une désignation provisoire et son apparence surprit immédiatement. La silhouette était basse, presque plate, avec un glacis fortement incliné. À l'avant, un détail attirait l'attention. Le groupe motopropulseur était placé devant l'équipage. Ce choix, inhabituel, n'était pas accidentel. Il permettait d'ajouter une couche de protection supplémentaire face aux tirs frontaux, tout en libérant de l'espace à l'arrière pour le système de chargement automatique. Le choix de l'armement fut tout aussi stratégique. Plutôt que de développer un canon entièrement nouveau, les Suédois optèrent pour une pièce éprouvée, déjà reconnue pour sa précision et sa puissance. Fixé rigidement dans la caisse, le canon traversait presque tout le char. Les douilles étaient automatiquement éjectées vers l'arrière, réduisant la charge de travail de l'équipage et améliorant la cadence de tir. L'automate de chargement, placé à l'arrière, transformait la machine en un système de feu extrêmement rapide pour son époque. Mais l'innovation la plus audacieuse restait la motorisation. Les ingénieurs suédois prirent une décision qui allait marquer l'histoire des blindés. Le char serait propulsé par 2 moteurs distincts. Un moteur diesel pour la conduite normale, économique et fiable, et une turbine à gaz pour fournir une puissance supplémentaire lors des accélérations rapides ou sur terrain difficile. Cette combinaison était inédite sur un char de combat destiné à la production en série. Lorsque les premiers prototypes complets furent assemblés, les essais reprirent avec une intensité accrue. Les équipages découvraient une machine radicalement différente de tout ce qu'ils avaient connu. La conduite demandait une coordination parfaite. Chaque mouvement influençait directement la visée. Mais une fois maîtrisé, le système offrait un avantage surprenant. Le char pouvait s'aligner sur une cible, tirer, puis se replier en marche arrière à pleine vitesse, sans jamais exposer ses flancs. Pour résoudre les contraintes opérationnelles, une décision inhabituelle fut prise concernant l'équipage. Le char ne se contentait pas de 2 hommes. Un 3e membre fut ajouté, installé à l'arrière,
orienté vers l'arrière du véhicule. Il disposait de commandes complètes. Cette configuration permettait au char de battre en retraite à grande vitesse tout en conservant son blindage frontal face à l'ennemi. Une manœuvre quasiment impossible pour les chars traditionnels. Au début des années 60, les essais passèrent à une nouvelle phase. Les chars furent présentés lors de démonstrations contrôlées. Pour la première fois, des observateurs étrangers purent approcher cette machine étrange. Les réactions furent immédiates. Certains restaient sceptiques, d'autres franchement impressionnés. Le faible profil, la cadence de tir élevée et la mobilité défensive suscitaient des discussions animées dans les cercles militaires. L'intérêt ne tarda pas à dépasser les frontières de la Suède. Des délégations venues de pays alliés demandèrent à observer les essais, à monter à bord, à analyser les solutions techniques. Pour beaucoup, ce char représentait une remise en cause directe des dogmes établis. Il ne cherchait pas à être universel. Il était conçu pour un type de terrain, une doctrine précise et une guerre défensive menée avec intelligence plutôt qu'avec la masse. À ce stade, une chose était devenue évidente. Le char sans tourelle n'était plus une curiosité. Il était désormais un système d'armes crédible, prêt à entrer dans une phase décisive, celle où l'armée allait devoir décider s'il méritait réellement d'être adopté comme char principal. Lorsque l'armée suédoise valida le passage à la production, le char sans tourelle entra dans une phase où l'expérimentation laissa place à l'épreuve du réel. Les premières machines de pré-série furent livrées aux unités pour des tests prolongés. Il ne s'agissait plus de démontrer une idée, mais de vérifier si ce véhicule pouvait vivre au quotidien, être entretenu, déplacé, camouflé et engagé par des équipages ordinaires et non par des ingénieurs passionnés. Les réactions initiales furent contrastées. Certains tankistes accueillaient la machine avec méfiance. L'absence de tourelle bouleversait tous les réflexes acquis. La conduite et le tir ne faisaient plus qu'un. Une erreur de manœuvre se traduisait immédiatement par une perte de précision. Mais ceux qui prenaient le temps de maîtriser le système découvraient un avantage décisif, une capacité à apparaître brièvement, frapper vite, puis disparaître avant toute riposte efficace. La silhouette extrêmement basse du char changeait complètement la manière de l'utiliser. Derrière une crête, seule une petite partie du glacis dépassait. En position défensive, la machine devenait presque invisible. Grâce à la suspension hydropneumatique, l'équipage pouvait ajuster l'assiette du char pour affiner la visée sans déplacer toute la caisse. Dans les forêts et les terrains vallonnés, cette capacité faisait une différence immédiate. À mesure que les essais se poursuivaient, la confiance augmentait. Les procédures furent adaptées, les manuels réécrits et la doctrine d'emploi affinée. Le char n'était pas destiné à foncer à travers de vastes plaines. Il devait opérer en petites unités, utiliser le terrain, frapper en contre-attaque et se replier avant que l'ennemi ne puisse réagir efficacement. Cette approche correspondait parfaitement à la stratégie défensive suédoise. Le moment décisif survint lorsque des armées étrangères furent invitées à évaluer la machine. Les Britanniques furent parmi les premiers à conduire des essais approfondis. Pendant plusieurs mois, leurs tankistes comparèrent le char suédois à leur propre véhicule. Les résultats surprirent même les plus prudents. En combat simulé, le char sans tourelle détectait souvent ses cibles plus tôt, tirait plus rapidement et profitait de son profil réduit pour éviter d'être repéré. Les conclusions britanniques furent sans ambiguïté. L'absence de tourelle, loin d'être un handicap, offrait des avantages tangibles dans certaines situations. La précision du tir, la rapidité d'engagement et la survivabilité en position défensive étaient jugées remarquables. Pour une armée pourtant attachée à des concepts traditionnels, cette reconnaissance était un signal fort. Peu après, les Américains menèrent à leur tour des essais. Sur leur terrain d'entraînement, le char suédois fut opposé à des modèles plus lourds et plus puissants. Là encore, les résultats déjouèrent les attentes. Si la machine ne pouvait rivaliser en mobilité offensive pure, elle compensait par une efficacité redoutable dans les phases de défense et de contre-attaque. Les observateurs notèrent également la rapidité de la cadence de tir permise par l'automate de chargement, un avantage rarement égalé à l'époque. Ces évaluations internationales mirent définitivement fin aux moqueries. Le char sans tourelle n'était plus une curiosité nordique.
Il devenait un cas d'étude sérieux, analysé dans les académies militaires et discuté dans les cercles stratégiques. Certains pays envisagèrent même brièvement d'adapter le concept, avant de renoncer face à la complexité technique et aux exigences doctrinales qu'il impliquait. Pendant ce temps, la production avançait. Les versions successives apportaient des améliorations constantes. La motorisation fut renforcée, corrigeant les faiblesses initiales. La fiabilité globale augmenta et les unités commencèrent à recevoir des chars capables de remplir pleinement leur mission. À la fin des années 60, la Suède disposait d'une force blindée unique au monde, conçue sur mesure pour son environnement et sa stratégie. Mais cette réussite portait déjà en elle les germes d'un futur problème. Le char était optimisé pour un contexte précis. Il excellait là où il avait été pensé pour combattre. Or, la technologie militaire évoluait rapidement. Les capteurs, les systèmes de conduite de tir et les munitions progressaient à un rythme qui allait bientôt poser une question cruciale. Ce concept radical pouvait-il encore s'adapter aux menaces de demain? Cette interrogation marquait le début d'une nouvelle phase. Le char sans tourelle avait prouvé sa valeur. Restait à savoir combien de temps il pourrait conserver cet avantage dans un monde où la guerre mécanisée changeait de visage. À mesure que les années passaient, le char suédois sans tourelle cessait d'être une nouveauté pour devenir un élément central de la doctrine militaire nationale. Il n'était plus question de prouver qu'il fonctionnait. La vraie question était désormais de savoir jusqu'où il pouvait évoluer. Le monde entrait dans une nouvelle phase de la guerre froide, marquée par l'apparition de capteurs plus performants, de munitions plus rapides et de chars capables de combattre efficacement en mouvement. Les unités équipées de ce char accumulaient de l'expérience. Les équipages apprenaient à exploiter chaque avantage offert par la conception atypique de la machine. La faible hauteur permettait d'occuper des positions impossibles pour des chars traditionnels. Le tir précis depuis des emplacements préparés, suivi d'un repli immédiat en marche arrière à pleine vitesse, devenait une manœuvre standard. Dans les exercices, cette tactique surprenait régulièrement les forces adverses simulées, incapables de localiser et de neutraliser la menace à temps. La logistique, en revanche, révélait certaines limites. La complexité technique exigeait une maintenance rigoureuse. La motorisation hybride, aussi novatrice soit-elle, demandait une attention constante. Les mécaniciens devaient maîtriser à la fois un moteur diesel et une turbine à gaz, un défi rare pour l'époque. Pourtant, malgré ces contraintes, le niveau de disponibilité restait élevé, signe que la machine avait atteint une maturité opérationnelle solide. Au début des années 70, une série de tests balistiques permit d'évaluer la protection du char face aux nouvelles menaces. Les résultats confirmèrent ce que les ingénieurs avaient anticipé dès l'origine. Grâce à l'angle extrême de son blindage frontal, l'épaisseur réelle équivalente dépassait largement ce que la simple mesure en millimètres pouvait laisser croire. Des projectiles rapides avaient du mal à percer, perdant une grande partie de leur efficacité au contact des surfaces inclinées. Dans le plus grand secret, des solutions de protection supplémentaires furent étudiées. Des dispositifs destinés à perturber l'efficacité des armes anti-chars apparurent sur certaines versions. Leur existence ne fut révélée que bien plus tard. Ces mesures confirmaient une philosophie claire. Le char devait survivre suffisamment longtemps pour accomplir sa mission, frapper et se retirer avant d'être pris pour cible par des moyens plus lourds. Cependant, la technologie ne s'arrêtait pas. À l'Est, de nouveaux chars apparaissaient, dotés de canons plus puissants et de munitions capables de percer des blindages auparavant jugés sûrs. Les ingénieurs suédois le savaient. Ils lancèrent une série de modernisations destinées à prolonger la pertinence du char. Les systèmes de visée furent améliorés, les moteurs remplacés par des versions plus fiables et l'électronique progressivement mise à niveau. Malgré ces efforts, une réalité s'imposait lentement. Le concept atteignait ses limites. L'absence de tourelle, qui avait été un avantage décisif, devenait un handicap dans un environnement où la capacité à engager des cibles en mouvement à longue distance prenait une importance croissante. Les chars modernes combinaient désormais puissance de feu, mobilité et capteurs avancés dans un ensemble difficile à concurrencer. Pourtant, avant de quitter la scène, le char suédois allait offrir une dernière démonstration de ses capacités.
À la fin des années 90, des exercices comparatifs furent organisés. Des machines bien plus récentes furent opposées à ces chars conçus plusieurs décennies plus tôt. Le résultat surprit de nombreux observateurs. Dans un scénario défensif, exploitant le terrain et la dissimulation, le vieux char sans tourelle parvint à neutraliser ses adversaires modernes avec une efficacité inattendue. Cette performance n'était pas un miracle, mais la conséquence logique de choix de conception cohérents. Une silhouette réduite, une cadence de tir élevée, une excellente coordination de l'équipage et une doctrine adaptée faisaient encore la différence. Toutefois, personne ne se faisait d'illusions. Dans un affrontement prolongé ou sur un terrain ouvert, les limites apparaissaient rapidement. La fin de la guerre froide changea définitivement la donne. Les priorités stratégiques évoluèrent, les budgets furent revus à la baisse et la menace d'un conflit majeur en Europe s'éloigna. Pour la Suède, il devenait économiquement et politiquement plus rationnel d'adopter des chars modernes développés à l'étranger que de poursuivre l'évolution d'un concept unique mais coûteux à maintenir. La décision de retirer progressivement le char du service fut prise sans drame. Il avait rempli sa mission. Pendant plusieurs décennies, il avait assuré la défense du pays, dissuadé d'éventuelles agressions et démontré qu'une idée jugée absurde pouvait devenir une réalité opérationnelle redoutable. Son retrait marquait la fin d'une époque, celle où un petit pays neutre avait osé défier les règles établies de la guerre blindée. L'histoire de ce char n'est pas celle d'une arme victorieuse sur des champs de bataille couverts de carcasses fumantes. C'est l'histoire d'un pari intellectuel, d'une analyse froide des faits et d'une volonté de penser autrement. Là où d'autres voyaient une hérésie, la Suède vit une opportunité. Et pendant 30 ans, cette machine étrange prouva que l'innovation ne suit pas toujours les chemins les plus évidents. Si cette histoire du char suédois sans tourelle t'a passionné, n'hésite pas à laisser un like, à partager ton avis en commentaire et à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits détaillés sur les machines militaires les plus atypiques jamais conçues.